Bonjour, je vais vous parler dans cette vidéo de beaucoup de choses. Des corps énergétiques qui vous constituent, des chakras, de la circulation énergétique dans le corps, de la Kundalini, de la corde d'argent. Bref, je vais vous expliquer brièvement, je vais faire une synthèse de votre anatomie subtile, du moins ce que j'en ai compris. Alors, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en soins énergétiques et c'est pour ça que j'ai beaucoup étudié cette anatomie subtile au cours de ces dernières décennies, disons, ça le temps passe vite. Je suis aussi spécialiste en médecine naturelle, je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors commençons par le commencement, commençons par les enveloppes subtiles, les corps énergétiques. Donc ceux-là ont été déjà très bien décrits par l'Ayurveda. Donc nous sommes constitués ainsi de 7 corps subtils, de 7 corps énergétiques. Et puis cela vous surprendra peut-être, mais le premier corps énergétique que vous avez, vous le connaissez très bien, parce que c'est votre corps physique. En effet, votre corps physique est un corps énergétique. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, la physique quantique nous a très bien expliqué que chaque particule de l'univers est de l'énergie concentrée, est une concentration phénoménale d'énergie. Et donc, nous sommes, comme l'univers, constitués de particules et constitués d'énergie. Ces énergies se concentrent et forment des particules et vont aussi se libérer pour redonner de l'énergie. Pour vous donner une analogie, voyez un petit peu l'eau liquide qui, et si vous montez la température, elle devient gazeuse, et si vous rebaissez la température, elle devient liquide. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'eau liquide et l'eau gazeuse, c'est la même chose, c'est deux présentations du même élément. Et la même chose par rapport à l'énergie et la matière, donc, et les particules, si vous préférez, eh bien, c'est la même chose, présente sous deux aspects différents, tout simplement. Donc, nous sommes déjà constitués de particules, nous sommes constitués de particules formées d'énergie. Ces particules sont reliées par des forces qui sont des émanations d'énergie, donc, et qui vont former des atomes, des molécules, des protéines, des cellules, des organes et des organismes humains et autres. Donc, nous sommes énergétiques déjà avant toute chose, et notre corps, d'ailleurs, se sert beaucoup de l'énergie, de l'électricité en particulier, pour fonctionner. Vous connaissez les électrocardiogrammes, les électroencéphalogrammes, les électromyogrammes qui nous permettent d'étudier le cœur, le cerveau et les muscles. Donc tout ça, vous êtes au courant. On sait aussi que les cellules sont chargées, chaque cellule est chargée d'une différence de potentiel au niveau de sa membrane à cause de concentration en minéraux, sodium et potassium entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc, cette différence de concentration donne en fait la différence de potentiel qui, à l'échelle d'une cellule, ne représente pas grand-chose, mais si on pense qu'on est fait de centaines de milliards de cellules et que si nous prenons cette différence de potentiel et que nous la référons simplement sur 1 cm², eh bien ça fait une différence de potentiel de 100 000 volts, donc ce qui est absolument gigantesque. Donc quand vous voyez un petit peu toutes ces cellules que nous avons, ça fait une énergie absolument faramineuse, et si bien que l'être humain vibre sur une fréquence, sur un niveau de fréquence très étendu, parce que nous vibrons sur l'infrarouge, et nous savons très bien qu'on peut repérer les êtres humains avec des caméras infrarouges la nuit, on le sait, c'est un élément classique, mais aussi il a été reconnu que les êtres humains, comme la plupart des éléments qui sont autour de nous, envoient des photons, des particules de lumière. Alors évidemment, nous ne sommes pas des soleils, mais nous en envoyons un petit peu, et comme c'est des particules émises par notre corps, on parle de biophotons, mais c'est la même chose, donc on émet sur un grand champ de fréquences. Donc l'être humain est un être énergétique et nous sommes ce qui nous forme le premier corps énergétique. Le deuxième corps, qui est juste contre le corps physique, c'est le corps éthérique. Lui, je dirais que
c'est l'autre face de la pièce. Le corps physique, c'est une face, le corps éthérique, c'est l'autre face. C'est les deux faces d'une même pièce, en ce sens que le corps éthérique, c'est le moule du corps physique, c'est lui qui va lui donner sa forme, etc. C'est lui qui va aussi, dans lui, à l'intérieur, se trouvent tous les organes du corps humain, on les retrouve au niveau du corps éthérique, et donc c'est aussi là où on emmagasine l'énergie, c'est une réserve d'énergie pour le corps, et donc elle est extrêmement importante, parce que si elle n'était pas là, nous ne pourrions pas vivre. Donc c'est un moule du corps physique, c'est une réserve énergétique du corps physique, et lui c'est aussi un filtre qui va filtrer les énergies qui rentrent et les énergies qui sortent, pour pas laisser sortir et rentrer n'importe quoi, évidemment, vous l'avez compris. Donc ce corps éthérique, lui, est toujours en contact avec le corps physique. Il n'y a qu'au moment de la mort, l'épaisseur générale, moyenne, est de 30 cm de ce corps éthérique, disons 20 à 40 cm à peu près. Et au moment du décès, pour un décès qui est prévu, c'est-à-dire une mort naturelle de vieillesse ou de maladie, eh bien, quelques heures avant le décès, souvent le corps éthérique fond d'une manière générale très importante, et par contre, le corps spirituel dont je vais vous parler dans un instant, lui a tendance à grossir d'une manière importante, et parce que le corps éthérique donne son énergie au corps spirituel pour l'envol de l'être vers l'au-delà. Voilà, c'est le corps éthérique, mais le corps éthérique, lui, il reste toujours en contact avec le corps physique, c'est-à-dire que même quand les autres corps vont faire des sorties hors du corps, des états de mort imminente, ou la mort, tout simplement, tous les autres corps se détachent, sauf le corps éthérique, qui reste toujours en contact avec le corps physique. Après, donc, le corps physique, le corps éthérique, le corps suivant, c'est le corps astral, c'est le corps des émotions. C'est là où se forment nos émotions, les émotions nos sentiments, et en fonction des situations. Alors, heureusement, il y a un grand nombre d'émotions, en particulier négatives, qui vont se dissoudre et disparaître, mais il y en a d'autres qui peuvent persister, et si elles sont assez intenses, ces émotions, elles peuvent venir même se former dans le corps astral et traverser le corps éthérique pour venir se fixer sur le corps physique et provoquer des troubles à ce moment-là sur l'endroit où elles vont se fixer. Qu'elles ne vont jamais se fixer par hasard, parce qu'il y a toujours une résonance entre la vibration de l'émotion, la nature de l'émotion, la nature du conflit et l'organe qui va être touché. Les deux marchent au niveau d'une même fréquence, c'est pour ça que l'un attire l'autre. Quoi qu'il en soit, le troisième corps, c'est le corps astral, c'est le corps de nos émotions. Le quatrième et le cinquième corps, c'est le corps mental. C'est le corps avec le bas mental, qui correspond grosso modo au cerveau gauche, c'est-à-dire à la raison, à la logique, au raisonnement, et donc qui est plutôt tourné, lui, vers les émotions et vers le corps physique. Et vous avez le corps, le haut mental, qui lui sera plutôt en rapport avec l'intuition, la clairvoyance, la synthèse, et lui est plus tourné vers le corps spirituel. Mais l'intérêt, c'est qu'ils ne soient pas séparés, justement, c'est qu'ils travaillent de concert, et ainsi avoir une meilleure efficacité. Et pour moi, je n'engage que moi, mais je ne suis pas le seul à le penser, c'est que notre conscience ne se trouve pas dans notre cerveau, elle se trouve également dans ce corps mental, haut et bas mental. Parce que le haut et le bas mental, ce corps spirituel, ce corps mental est aussi représenté par une couche supplémentaire, mais aussi par une espèce de, souvent les auréoles, une première auréole qui est autour de la tête. C'est pas tout à fait une auréole, c'est plutôt une demi-sphère qui vient se poser sur la tête et dans le cerveau et qui lui correspondrait à la conscience. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il est évident que quand on fait des sorties hors du corps, quand on fait des états de mort imminente, quand on décède, la conscience s'en va, on est bien d'accord. Donc là, elle s'en va dans l'au-delà, elle s'en va dans le monde astral, etc. Mais on n'emmène pas le cerveau avec. Le cerveau, il reste dans le corps. Le cerveau n'est qu'une antenne relais, justement, entre le côté physique et ce corps mental.
Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi pourquoi scientifiquement c'est reconnu. On sait que le cerveau va s'exciter, la zone du cerveau moteur va s'exciter avant qu'on donne l'ordre de lever le bras. Donc l'ordre était déjà venu d'ailleurs quelque part, si ce n'est donc c'était venu justement de ce corps de la conscience, ce corps mental. On sait aussi que, entre guillemets, c'est aussi un article médical que j'ai lu il n'y a pas bien longtemps et qui montrait que notre cerveau avait pris la décision avant nous. Donc c'est notre cerveau, je vous ai dit, c'est pas de lui que ça vient de ce corps de la conscience qui est, à mon sens, dans les corps subtils. Donc nous avons le corps physique, nous avons le corps éthérique, les deux sont liés, nous avons le corps astral, nous avons le corps mental qui est formé de deux corps, et puis après ça nous avons le corps spirituel qui lui contient souvent les informations des incarnations que nous avons fait précédemment et qui revient d'incarnation en incarnation et qui se développe comme ça, donc il contient beaucoup d'informations. Et puis après ça vous avez l'âme qui elle est de notre élément le plus pur et qui va se développer au fur et à mesure de nos expérimentations, de nos expériences, de nos apprentissages au cours de nos nombreuses vies. Donc voilà les différents corps, les 7 corps dont nous sommes affublés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 7 corps ne s'empilent pas déjà. C'est-à-dire que les 7 corps sont des fréquences différentes. Donc à chaque fois qu'on monte, passe d'un corps à un autre, on va monter de fréquences de plus en plus importantes. Et ces corps sont à la fois à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Ils débordent également de nous. Et ils débordent de combien, de quelle distance, etc. Là, c'est très variable et ça varie en fonction des individus, mais aussi pour un individu donné, ça va varier en fonction de son état de conscience, de son état général, de son niveau spirituel. Par exemple, si une personne qui a un grand niveau de conscience, etc., aura peut-être un corps mental qui va être développé sur 1 mètre, voire davantage. J'ai vu même une personne qui avait un corps spirituel qui allait jusqu'à plusieurs mètres autour de son corps physique, parce qu'elle ressortait d'une période de recueillement, de méditation, de prière. Mais c'est évident que quand elle est revenue dans la vie active de tous les jours, la peau s'est retrouvée avec les problèmes que vous connaissez, et donc d'un seul coup, le corps spirituel s'est mis à fondre parce qu'elle était revenue dans la matérialité. Donc si vous voulez, la taille des corps varie beaucoup en fonction de notre état santé, de notre état physique, mais aussi de notre état psychique et de notre niveau spirituel. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité sur les dimensions, et comme je viens de vous le dire, c'est que ça peut varier d'une manière importante, parce que selon les situations, on peut avoir un grand niveau de conscience, mais d'un seul coup, la perte d'un être cher, un accident peut nous faire perdre temporairement, mais une partie de cette conscience parce qu'on est chamboulé par l'événement, ce qui est bien évident. Voilà, donc ça sont les différents corps subtils. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que chaque corps subtil, qui est un niveau de fréquence différente, se situe aussi sur des dimensions différentes. Le corps physique et le corps éthérique, qui sont liés, comme je viens de vous l'ai dit, eh bien, en fin de compte, eux, ils correspondent bien sûr à l'univers tel qu'on le connaît, l'univers en 3 dimensions, plus le temps, qui serait la 4e dimension. Le corps astral, le corps des émotions, lui, serait plutôt l'intermonde, c'est-à-dire le monde qu'il y a entre celui que nous connaissons ici et l'au-delà. Donc c'est le passage par lequel doivent aller les âmes pour rejoindre l'au-delà, ce qui n'est pas toujours très simple, parce que ça correspond aussi au monde des esprits, comme on le décrit, et qu'on connaît, et qu'on peut découvrir avec les voyages chamaniques. Et donc c'est pas un monde de tourpeau, parce qu'il n'est plus dans la matière, et l'énergie est toute puissante, et donc la pensée est toute puissante. Il suffit de penser, et ça crée tout de suite dans l'énergie. Donc c'est pour ça que les personnes qui arrivent de l'autre côté, et qui ne sont pas averties, eh bien vont penser, par exemple, qu'elles méritent l'enfer, et elles peuvent se créer l'enfer, ou inversement, elles peuvent se créer le paradis, on peut tout créer, mais elles ne sont pas arrivées encore dans l'au-delà. L'au-delà, c'est l'endroit où on doit se retrouver après, là encore, il y a beaucoup de niveaux dans l'au-delà, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon père, comme disait le Christ. Eh bien, c'est pareil, il y a beaucoup de niveaux en fonction de notre niveau de conscience. On suit les niveaux en fonction de notre niveau de conscience, parce que, encore, si on nous mettait dans un niveau élevé et qu'on était sur une fréquence basse, on suivrait pas grand-chose, on comprendrait pas grand-chose. Donc, il faut suivre.
C'est pas un jugement, c'est simplement de se placer un peu. Moi, je donne souvent l'exemple, si vous voulez suivre des cours d'anglais, que vous êtes adulte, vous allez voir une école et on va vous dire, bon, vous êtes débutant, vous avez déjà parlé anglais, vous savez parler anglais, vous voulez vous perfectionner, donc il y a 3 niveaux. Et si vous êtes débutant, c'est pas une punition si on vous met avec les débutants, c'est parce que si on vous met avec les gens pour le perfectionnement, vous serez vite perdu. C'est le même principe, c'est pas un jugement, c'est un état des lieux. Et donc dans cet au-delà, c'est là où on digère un petit peu ce qu'on vient de faire dans l'incarnation précédente, et c'est là qu'on prépare aussi l'incarnation suivante, et je pense qu'on apprend encore pas mal de choses dans l'école de l'au-delà. Après ça, vous avez le corps spirituel. Donc l'au-delà correspond au monde de la conscience, au corps de la conscience, au corps mental. Après ça, vous avez le monde céleste qui correspond au corps spirituel. Et puis après ça, vous avez l'âme qui correspond au monde divin. C'est là où on reviendra un jour ou l'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes bien sûr des êtres matériels, etc., mais avec tous nos corps subtils qui sont les uns dans les autres, qui ne sont pas empilés, mais qui sont intriqués les uns dans les autres, c'est pour rien qu'ils agissent les uns sur les autres, eh bien nous sommes à la fois ici et là. C'est-à-dire que nous sommes sur la Terre, mais nous avons aussi un pied dans le monde des esprits, nous avons un pied dans l'au-delà, nous avons un pied dans le monde céleste, nous avons un pied dans le monde du divin. Donc nous sommes des êtres multidimensionnels, et ça il faut aussi bien le comprendre. Alors ça, c'était une vision tout à fait juste, hein, à mon sens, de l'Ayurveda, mais on peut présenter ça aussi d'une manière un peu plus actuelle, en visualisant hein, que ces enveloppes subtiles pourraient être aussi considérées comme des hologrammes, qui tourneraient autour de nous et avec des formes géométriques différentes. Le premier hologramme, d'ailleurs, correspondrait à la forme de la Merkaba, qui sont deux tétraèdres qui s'empilent, qui s'emboîtent l'un dans l'autre, et qui nous permet éventuellement de visiter d'autres dimensions. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour aller dans une autre dimension, les autres dimensions, elles ne sont pas quelque part ailleurs dans le temps ou l'espace. Elles sont là, elles sont superposées aux nôtres. Il suffit simplement de changer sa vibration pour passer d'une dimension à l'autre. Il suffit c'est gentil de le dire Luc Baudin, mais c'est pas facile à faire, on est bien d'accord. Donc sinon mais on le fait un peu parce qu'on s'en va, notre esprit s'en va dans la lune quelque part, on est parti aussi dans la prière, on est aussi parti quelque part ailleurs, hein, donc on y va aussi hein, régulièrement dans d'autres dimensions, sans que nous y prenions garde forcément. Alors donc ça, c'était les 7 corps énergétiques de l'être humain, ou les 7 enveloppes subtiles de l'être humain. Je vous le rappelle, corps physique, corps éthérique, corps astral, bas mental, haut mental, corps spirituel et âme. Après ça, on est formé aussi, on a aussi dans notre constitution des chakras. Les chakras, ce sont ça veut dire en sanskrit, ça veut dire roue d'énergie. C'est-à-dire ce sont des choses qui tournent à des vitesses plus ou moins rapides, selon le chakra qui est intéressé. Et ces chakras permettent essentiellement des entrées d'énergie. Éventuellement un petit peu de sortie, mais quand l'organisme est trop engraissé, mais surtout des entrées d'énergie, des entrées d'information également. Donc nous avions 7 chakras principaux. Un premier qui était le chakra racine, qui était situé entre les jambes. Le deuxième, le chakra sacré, à peu près sous le nombril. Le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du front et le chakra coronal. Et puis après ça, avec les nouvelles énergies, il y a eu des nouveaux chakras qui sont apparus. Donc il y en a eu 5 au-dessus de la tête et un 6e en dessous les pieds pour bien nous ancrer, parce qu'avec tous ces chakras en haut, on avait trop tendance à partir dans d'autres dimensions, on n'était plus à même de vivre notre vie dans notre incarnation. Quoi qu'il en soit, donc aujourd'hui nous avons 13 chakras principaux, que j'ai décrit dans certains articles et j'ai décrit aussi sur mon site, dans certaines vidéos. Donc nous avons 13 chakras principaux, mais il y en a beaucoup d'autres chakras, beaucoup d'autres. Il y a des chakras secondaires comme ceux qui sont situés sous la clavicule, au niveau des coudes, au niveau des paumes des mains, des genoux, des plantes de pied, etc. Il y a des petits chakras qui sont partout sur la peau et qui vont permettre l'entrée des énergies aussi environnementales. Vous avez aussi un petit chakra sur l'ensemble de nos cellules qui vont permettre l'entrée des énergies.
Alors donc les énergies vont rentrer par là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons le corps éthérique, je vous ai dit, qui est la réserve énergétique de notre corps, et lui, ce corps éthérique, il bat. Il bat à la fréquence d'une dizaine de battements par minute, et à chaque fois qu'il 10-12, et à chaque fois qu'il se dilate, il absorbe les énergies environnementales, et à chaque fois qu'il se contracte, il pousse ces énergies vers les chakras principaux surtout, mais aussi tous les autres chakras dont je viens de vous ai parlé. Donc ces énergies vont rentrer dans notre corps, et une fois rentrées dans notre corps, elles vont avoir plusieurs destinations. La première destination va être, elle va agir vont passer dans les méridiens d'acupuncture, ou les nadis, comme les décrivent en Ayurveda, les fils Akha, comme le décrivent les Polynésiens, ce sont des vaisseaux d'énergie, qui transportent l'énergie, un peu comme nos artères transportent le sang oxygéné. Donc ces vaisseaux d'énergie vont circuler dans le corps et vont aller nourrir tous les organes et les cellules. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas l'énergie du corps. L'énergie du corps, elle est fabriquée par l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est fabriquée par nos mitochondries et qui donne l'énergie de notre corps physique. Là, c'est différent, ces énergies qui vont rentrer dans notre corps vont bien sûr aider à notre vitalité, etc. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai dit que nous étions formés de particules. Or, ce qu'il faut, c'est que ces particules, comme tout, elles s'usent. Donc il faut les régénérer. Et ces énergies vont arriver pour les régénérer, voire les remplacer, pour que les particules de notre organisme soient toujours efficaces. Donc ça va contribuer à notre force et notre vitalité, évidemment. Donc il faut bien comprendre que ces énergies, une fois qu'elles ont été utilisées, ça devient des énergies usées. Et donc là, il faut comprendre que ces énergies doivent être éliminées. Ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous le disent, mais c'est pourtant une évidence. C'était quand vous buvez de l'eau, ça va être utile pour votre organisme, etc. Mais une fois que l'eau a été utilisée, elle va être éliminée par les urines. Et là, de la même manière, les énergies qui ont été utilisées doivent être évacuées. En général, c'est par les pieds. Ça pourrait se faire aussi par les mains, mais comme on est plutôt bipède, ça passe surtout par les pieds pour nous. Et donc, de temps en temps, il peut y avoir justement des problèmes de blocage dans la circulation des énergies qui arrivent, dans les méridiens, donc comme le décrivent très bien les acupuncteurs, la médecine traditionnelle chinoise, mais il peut y avoir aussi des blocages, et il y en a très souvent sur les énergies, sur les canaux évacuateurs des énergies usagées, qui sont source aussi de problèmes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être autant physiques que psychiques. Donc les énergies rentrent par les chakras et vont aller vers les méridiens, et vers les nadis, etc. Mais il y a aussi d'autres destinations de ces énergies, elles vont aller stimuler une glande hormonale. Chaque chakra correspond à une glande hormonale, et ainsi, en stimulant les glandes hormonales, ça va stimuler la formation des hormones, et qui va permettre aussi de développer notre action, notre vitalité, etc. Mais aussi, elles vont aussi aller stimuler un plexus, parce que chaque chakra correspond à un plexus, un peu comme le plexus solaire, le cœur, etc. Et donc, elle va aller stimuler le plexus, l'énergie arrivant par le chakra va stimuler le plexus, et donc va ainsi stimuler notre système nerveux central, périphérique, autonome, etc. Donc ça va contribuer aussi à notre force et à notre vitalité. Donc ces énergies environnementales sont extrêmement importantes et on n'en prend pas conscience. Pourtant, elles sont au moins aussi importantes que les énergies qu'on reçoit avec l'air, avec l'eau et avec les aliments. Ce sont d'autres énergies qui vont se mêler aux premières. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une expérience de fait sur des malheureux lapins qui ont été enfermés dans des cages plombées. Ils ont été nourris, hydratés comme d'habitude, mais ils étaient complètement coupés des énergies environnementales et ces pauvres lapins sont morts en l'espace de quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus, parce qu'ils ne recevaient plus l'énergie environnementale. Nous, on s'en aperçoit pas qu'on reçoit ces énergies, mais pourtant, on les reçoit d'une manière permanente, quotidiennement, et je dirais presque à chaque seconde. Donc voilà les chakras qui apportent l'énergie, qui favorisent la circulation d'énergie dans notre corps, mais pas uniquement dans notre corps physique, parce qu'on montre toujours les méridiens, les nadis qui circulent dans le corps physique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils circulent également dans toutes les enveloppes subtiles. Ils vont nourrir également les enveloppes subtiles de la même façon qu'ils nourrissent le corps physique. Donc voilà, c'est les chakras, et parmi ces nadis, je vous ai dit, les chakras apportent l'énergie qui va dans les nadis et les méridiens, mais parmi les nadis, il y en a trois particuliers, trois nadis particuliers qui forment la Kundalini. Donc il y a trois axes, il y a un axe central, vertical, qui est Sushana, et vous avez deux axes latéraux, qui tournent un petit peu comme des serpents, vous voyez, autour de l'axe central, et qui sont Ida et Pingala.
Donc ces énergies remontent, ce Kundalini me permet de monter l'énergie vers le haut et en particulier vers la glande pinéale, vers l'épiphyse. Alors, c'est ce qu'on retrouve, cette image-là, on la retrouve avec le bâton d'Hermès, on retrouve ça avec le caducée des médecins, on retrouve ça, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et la visée, c'est que, et c'est pour ça qu'il y a des activités spéciales, en particulier qui ont été développées en Inde, avec de la méditation, avec des visualisations, avec la sexualité également, qui permet de monter l'énergie qui se trouve au niveau du bassin. C'est pas un hasard si on a l'os qui s'appelle sacré. L'os sacré, c'est quand même un sacré nom, le sacrum. Et donc c'est là, à cet endroit-là, que se situe une grosse boule d'énergie. Et quand on éveille la Kundalini, à ce moment-là, ça permet de faire monter cette énergie qui peut, il faut pas que ce soit très brutal et il faut être préparé parce que sinon on a du mal à le supporter. Et donc ça monte l'énergie et ça c'est ça qui va permettre d'ouvrir l'esprit, de monter la conscience, d'aller vers l'illumination et la transcendance. Donc je vous ai dit, il y a des techniques de respiration, de visualisation, des techniques même de sexualité parce que c'est ce qui se passe aussi au moment d'un rapport sexuel, c'est-à-dire que au moment d'un rapport sexuel, l'énergie de la base, du sacrum, va monter par la Kundalini de l'homme, rejoindre la femme par les chakras supérieurs, redescendre la Kundalini de la femme jusqu'au niveau de la région sexuelle et repasser ainsi chez l'homme. Donc ça permet, ce mouvement permet d'amplifier cette Kundalini, de faire monter à ce moment-là l'énergie kundalinique vers le haut. Mais c'est pour ça que personnellement, et je n'engage toujours pas moi en disant ça, pour moi je ne pense pas que Ida et Pingala soient les deux, fassent un tête-à-tête, remontent en tête-à-tête comme ça, je pense plutôt qu'ils font un tête-à-queue, un qui monte et l'autre qui descend. C'est pour ça que quand il y a la technique par la sexualité, excusez-moi le mot technique, eh bien tout simplement l'énergie remonte par un courant de la Kundalini chez l'homme et il va redescendre par un autre courant de la Kundalini chez la femme. Sinon, ce ne serait pas possible que ça redescende chez la femme. Donc c'est pour ça que les deux, à mon sens, vont en sens inverse, et ce qui expliquerait d'ailleurs que pourquoi ça rentrerait complètement en résonance, en particulier avec notre ADN, parce que l'ADN est formé de deux branches qui ne sont pas similaires, mais qui sont complémentaires. Une qui est tournée vers un côté, l'autre qui est tournée vers l'autre côté. Une qui est tournée vers l'avenir et l'autre qui est tournée vers le passé aussi, on peut présenter ça comme ça. Voilà, donc ça c'est la notion de la Kundalini, qui sont en fait trois nadis particuliers. Comme je vous l'ai dit, ils vont rejoindre la glande pinéale, qui est une glande qui est située, une petite glande grosse comme un noyau de cerise, qui est située au niveau juste sous notre cerveau, nos hémisphères cérébraux. Et pour les anciens, eh bien, ils considéraient que c'était le siège de l'âme, pour vous dire l'importance qu'ils avaient pour eux, et ça nous permet elle nous met en relation, en rapport avec les fréquences élevées. C'est comme une antenne radio, un émetteur-récepteur, mais sur des fréquences très élevées, très subtiles, qui nous mettent en rapport, en relation avec le monde universel, mais c'est plutôt avec le monde céleste et le monde divin. C'est pour vous dire combien elle est importante, cette petite glande. Voilà, et puis il y a une chose que je ne vous ai pas parlé pour terminer un petit peu ce tableau. Je vous ai parlé des corps subtils qui peuvent se détacher, comme je vous ai dit, les corps subtils, quand ils se détachent, corps physique, corps éthérique restent, mais tous les autres corps, astral, mental, spirituel, âme, vont se détacher et vont aller visiter les autres dimensions. Mais ils restent toujours en relation avec le corps physique par un petit cordon semblable un petit peu, on pourrait le comparer au cordon ombilical, mais beaucoup plus fin et extensible à volonté, et qui permet à ce moment-là de partir, et le corps physique peut prévenir à ce moment-là les enveloppes subtiles s'il y avait un danger qui se manifestait autour de lui, et pour que aussitôt les corps subtils, la conscience, l'être spirituel, tout ça reviennent et fassent ce qu'il faut pour le protéger. C'est ainsi que quand les êtres
quand les personnes font des états de sortie des morts imminentes ou des sorties hors du corps, ils comprendront bien qu'il y a un état de conscience qu'ils retrouvent, mais il y a des capacités absolument extraordinaires qui se redéveloppent. Par exemple, une vision à 360 degrés. 360 degrés dans tous les sens. Hein. Et après ça, vous avez une audition qui permet d'entendre des conversations à plusieurs kilomètres à des grandes distances, la possibilité de se déplacer simplement par la pensée, etc. Donc, en fait, ils retrouvent toutes nos véritables capacités en tant qu'individus, ces capacités que nous perdons quand nous incarnons. Et il y avait une personne, je me rappelle, qui avait très bien résumé la situation. Elle avait fait une sortie hors du corps, donc en ressentant tout ce que je viens de vous dire, et puis bien d'autres choses encore. Et puis, quand elle doit revenir dans son corps, et quand elle revient dans son corps, elle explique que elle rentre dans le corps, mais elle se trouve complètement compressée en rentrant dans ce corps. Et elle racontait que c'était un peu comme si elle rentrait dans une tenue de scaphandrier, mais les tenues d'autrefois, qui était à 3 ou 4 tailles en dessous de sa taille à elle, donc elle se sentait complètement oppressée. Ce qu'il faut bien comprendre, à mon sens, c'est que nous avons des capacités incroyables quand nous sommes sous cette forme éthérée, et donc nous avons la puissance de la pensée et plein d'autres choses encore, et il faut apprendre un petit peu. On nous apprend ici, avec la matière, on freine un peu, on a toujours ces capacités-là, mais qui sont freinées par la matière. Et je dirais que c'est un peu dans la logique, parce que, vous savez, si on apprenait à conduire, on va pas déjà nous faire conduire avec une Ferrari, on va peut-être nous faire conduire avec une Twingo pour commencer, pour apprendre un petit peu à faire ça. Et là, c'est un peu la même chose, on est freiné par la matière, on a toujours ces capacités-là, en jachère, en développement, et qui sont présentes, mais qui sont limitées par la matière. Quoi qu'il en soit, la corde d'argent, elle est extensible et nous permet de revenir dans notre corps physique quand on décide de revenir, ou quand il y a une urgence dans le corps physique. Et puis lorsque nous décédons, eh bien là par contre la corde d'argent se rompt, elle se casse, et là ça veut dire que tout retour dans le corps physique est impossible. Donc on ne peut plus revenir dans le corps physique, et donc c'est là où en n'étant plus attaché au corps physique, c'est là qu'on peut s'envoler vers le véritable monde, l'au-delà. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous raconter sur la Constitution, votre Constitution telle que je la conçois, telle que je l'ai appréhendée, mais après, il y a toujours possibilité de la perfectionner ou de la modifier, etc. Parce que on voit toujours qu'une petite partie du film, et puis quand on verra l'ensemble, on verra si on ne s'est pas trop trompé sur tout ce que je viens de vous expliquer. Mais enfin, c'est mon sentiment, c'est que c'est le résultat d'un bon nombre d'années d'expérience, d'études, d'observations, de recherches. J'espère que ça vous a intéressé, et je vous dis le meilleur, c'est le meilleur pour vous, et à très vite.